Conférencier animateur Team Europe, je vais accueillir et remercier nos deux intervenants ce soir et l'ensemble des participants sur un webinaire sur un thème d'actualité qui est l'avenir du dialogue transatlantique après l'élection de Joe Biden. Je crois que je n'ai pas besoin d'expliquer en quoi cette actualité intéresse beaucoup de monde et je me réjouis du bon taux de participation alors qu'il y a pas mal de webinaires sur ce sujet, mais c'est certainement grâce à la qualité de nos deux intervenants. Et donc, comme convenu, je vais laisser la parole en premier à Nicole Gnesotto de façon à ce qu'elle se présente elle-même. Bienvenue. Merci Olivier Brunet, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs ou téléspectateurs, je ne sais plus comment on dit. Je suis donc Nicole Nisotto, je dirige la chaire sur l'Union européenne au CNAM à Paris, au Conservatoire national des arts et métiers. Je suis également vice-présidente de l'Institut Jacques Delors depuis très très longtemps. Et avant cela, j'ai passé un certain nombre d'années au sein de l'appareil européen puisque j'ai dirigé l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne à partir de 2001. Voilà. Bon, merci et Merci. bienvenue. Et j'oublie pas non plus de vous faire un petit coup de publicité pour ne pas l'oublier sur l'Europe indispensable que vous avez écrit et aussi sur des conférences assez fréquentes à France Culture. Et puis te donner un coup de chapeau à l'Institut Jacques Delors parce que c'est grâce à l'Institut que nous avons eu vos coordonnées. Merci. Et je laisse la parole à Louisa. Voilà, après, nous avons aussi John Webb, notre deuxième intervenant. Bienvenue. Il est américain et installé en Maine-et-Loire et il est enseignant d'anglais à l'Université d'Angers. Et il est ancien vice-président des relations internationales à l'université. C'est vrai? Ben, tout ça, c'est bon, oui. Voilà. C'est parfait. Welcome, alors. Merci. C'est parfait. Bon, et remerciements, John. Effectivement, on souhaitait avoir un Américain à bord, même s'il est installé depuis longtemps au Pays de la Loire. Ça nous permet aussi d'avoir un lien local. C'est un honneur d'avoir été invité et j'ai très hâte d'écouter ce que va dire Madame Gnessa. Alors, merci à nos deux intervenants et peut-être les deux co-animateurs se présentent l'un l'autre rapidement. Vas-y, Louise. Moi, je m'appelle Louisa Guy. Ce webinaire n'est pas organisé par les 5 centres d'information Europe Direct et moi, je fais partie d'un centre d'information Europe Direct qui est au Mans, en Sarthe, où je travaille. Et je suis une ancienne journaliste spécialisée aux questions politiques internationales. Et je fais aussi une thèse sur ce sujet. Voilà, et donc nous allons nous répartir les rôles et donc l'animateur reste un membre du réseau Team Europe qui bénévolement assure des conférences et des animations sur les questions européennes de manière assez variée puisque nous avons couvert 6 thématiques en 2020 et nous continuons, je dirais aussi longtemps que les règles de la crise sanitaire nous permettent cette opportunité. Alors écoutez, nous allons lancer les choses. Ce que nous avons convenu, c'est d'abord de laisser la parole à Nicole Gnesotto pour une dizaine de minutes pour nous situer, nous mettre un peu en musique, nous parler un petit peu de ce qu'on peut attendre sur les grands enjeux. Et puis là-dessus, John aura un droit de réaction ou de complément. Et puis ensuite, nous attaquerons une série de questions-réponses en prenant en compte les questions qui nous sont venues par les différents participants, sans pouvoir nécessairement tout couvrir, mais le mieux possible. Après quoi, nous laisserons aussi à John un temps de témoignage. Et puis, nous irons tout doucement vers un dernier témoignage de Louisa avec une voix allemande et des conclusions. Je crois que Louisa, tu l'as dit, mais peut-être je le reprécise, les participants peuvent écrire aussi dans le chat. Oui, tout à fait. Donc, on a déjà reçu pas mal de questions avant, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je surveille régulièrement le chat et on va transmettre ces questions tout de suite aux deux intervenants.
Eh bien, on va attaquer le premier bloc de 10 minutes si vous en êtes d'accord. Donc, 10 minutes, c'est court, mais enfin, effectivement, dans toute l'actualité abondante de ce qu'on a vu sur les États-Unis, je sais que vous avez un bel esprit de synthèse, Nicole. Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, il y a une question de Voilà, micro. j'ai mis mon micro, pardon. C'est un peu tard. Merci beaucoup, Olivier. Merci en tout cas pour cette invitation. Moi, je suis très heureux. Je connais bien la Maison de l'Europe à Paris. Je crois que c'est la première fois que j'interviens à la Maison de l'Europe des Pays de la Loire. Donc, j'en suis très heureuse. En plus, c'est une région que j'adore et que je connais pas mal. Et donc, bravo pour cette initiative. L'élection de Joe Biden aux États-Unis est effectivement un événement qui, pour les Européens, aura beaucoup de conséquences. Et je voudrais dire juste en introduction que les relations transatlantiques reviennent de loin. Avec Donald Trump, elles ont failli exploser, disparaître. Je vous rappelle que Donald Trump, interrogé, je ne sais plus par quel journaliste, qui lui demandait quelle est la menace principale que les États-Unis doivent affronter aujourd'hui. Donald Trump avait répondu, la menace principale des États-Unis, c'est l'Union européenne. Euh, et donc voilà, je ne rappelle pas toutes les atrocités que l'on a dû subir pendant le mandat de Donald Trump, mais c'est vrai que Joe Biden représente à ce niveau-là une espèce de grand soulagement, une espèce de grand soupir de bonheur et de soulagement de la part des Européens. Alors la première question qu'il faut se poser quand même, c'est qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette élection pour les Européens et en même temps, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'illusoire dans notre énorme satisfaction. Et ensuite, dans une deuxième partie très rapide, puisque je vais essayer de faire 5 minutes pour chacune des deux parties, qu'est-ce que cette nouvelle ambiance euro-américaine permet de conclure pour la solution des grands enjeux que nous aurons à affronter, soit séparément, soit ensemble. Alors, d'abord, c'est une très bonne nouvelle parce que, comme vous le savez, Joe Biden est un être civilisé, poli, bien élevé, decent man, comme on dit là-bas, et que cela va rompre complètement avec la brutalité, l'inconsistance, l'imprévisibilité, la violence de Donald Trump, et donc le retour à une activité diplomatique normale avec le respect des procédures diplomatiques normales, c'est-à-dire des négociations, des réunions préparées et non pas des réunions où même les délégations américaines découvrent en écoutant leur président quelle est la nouvelle position de leur pays. Donc le retour à des pratiques diplomatiques normales, et c'est très important, surtout en période de crise, de pouvoir se raccrocher à des procédures qui permettent justement d'éviter les tensions. La politesse diplomatique, ce n'est pas simplement quelque chose de suranné, hérité du XVIIIe siècle, c'est un code, c'est une méthode pour aplanir au maximum les tensions. Et après 40 ans de vie passée à Washington auprès de différents présidents, Joe Biden maîtrise parfaitement ce processus. D'ailleurs, il a nommé dans son équipe plein de diplomates ou d'hommes chevronnés qui connaissent parfaitement l'Europe et que l'on connaît nous aussi très bien du côté européen. Le secrétaire d'État américain, par exemple, le ministre des Affaires étrangères américain, Anthony Blinken, était officier déjà sous Bill Clinton et ensuite avec Obama. Personnellement, moi, je l'ai rencontré énormément de fois quand j'étais à l'Union européenne. Donc, c'est des gens que l'on connaît, qui connaissent l'Europe. Pareil pour leur envoyé spécial sur le Moyen-Orient, Bob Mallet, c'est quelqu'un qui est parfaitement francophone, qui connaît parfaitement le fonctionnement de l'Union européenne. Donc, tout ça fait partie d'une espèce de réconciliation et c'est très, très bien. Et donc, les relations commencent de façon extrêmement positive. En même temps, les Européens sont pleins d'illusions, peut-être beaucoup plus que les Américains, et il ne faudrait pas se faire trop d'illusions sur comment dire, sur l'absence de nuages entre nos deux pays, si je puis dire. Et je ne crois que malheureusement, Joe Biden n'inaugure pas une nouvelle ère comment dire,
d'embrassade transatlantique sur tous les sujets et à tous les niveaux. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a très loin entre le programme électoral et la réalité. Je vous rappelle que Obama, quand il était candidat, avait voulu vraiment sincèrement fermer Guantanamo, n'a pas pu le faire pendant son mandat. De même, Obama, qui, quand il est arrivé au pouvoir, voulait vraiment rétablir une relation avec la Russie, le fameux reset avec la Russie, n'a pas pu le faire parce que Poutine n'était pas d'accord. Et donc, la première raison, il ne faut pas se faire trop d'illusions parce que la réalité est têtue et en dépit des bonnes volontés de Joe Biden, il y a des choses qu'il ne pourra pas faire. D'autant plus que le mandat de Trump a changé les choses. Je ne dis pas que Trump a changé le monde, mais le monde a changé sous les initiatives prises par Donald Trump, et par exemple sur le climat, dont on sait que Joe Biden est partisan de la lutte contre le réchauffement climatique. Il n'empêche qu'il a maintenant des contraintes à gérer qui sont un héritage de Trump. Par exemple, tous les ouvriers, les entrepreneurs américains qui ont investi dans le pétrole et dans les gaz de schiste, etc., sous le mandat de Trump, et qu'il ne pourra pas du jour au lendemain, purement et simplement, renvoyés au chômage. Et donc, il y a quand même beaucoup de... une autre raison, qui fait que les Européens ne doivent pas se faire trop d'illusions, c'est que l'Europe n'est plus du tout la priorité des États-Unis. Et ça, depuis longtemps, depuis Obama. C'est Obama qui avait dit, désormais, la priorité américaine, c'est le pivot asiatique. Et ça, Biden ne le changera pas. Il fera comme Donald Trump, comme Obama, il fera de la Chine la priorité numéro 1 de la politique étrangère américaine. Et donc, les Européens ne peuvent pas croire qu'ils seront de nouveau au centre des préoccupations américaines. Ça n'est pas vrai. Les Américains vont conduire leur politique étrangère indépendamment, très souvent, des Européens. Et donc, voilà, il y a plein d'autres raisons, mais je vois que le temps passe. Et la dernière, une dernière raison qui me donne un peu d'inquiétude, c'est que l'équipe qui arrive au pouvoir, et je l'ai dit, c'est une équipe qui connaît très bien l'Europe. Donc, c'est plutôt positif. Mais c'est une équipe qui connaît l'Europe d'avant, l'Europe d'il y a 10 ans, qui arrive avec des clichés qui sont ceux d'autrefois. Par exemple, ils vont se polariser sur la question de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique, en interdisant aux Européens d'être autonomes. C'est plus le sujet. Les Européens, ils sont au-delà déjà. Et donc, il y a un petit risque de malentendu où les Américains reprennent les vieux thèmes transatlantiques d'il y a 10 ans sans se rendre compte que l'Europe a beaucoup changé en termes de souveraineté, de volonté d'autonomie pendant ces 10 ans. Cela dit, donc, en dépit donc, de cette prudence qu'il faut avoir dans la relation transatlantique, il y a quand même un certain nombre d'enjeux que l'on va pouvoir gérer ensemble. Moi, j'ai noté, je termine là-dessus, 4 enjeux sur lesquels on va pouvoir coopérer. En revanche, 2 ou 3 autres sur lesquels on aura des difficultés. Le premier enjeu évident, c'est l'enjeu du réchauffement climatique. Là, on va se retrouver en phase totale. Il l'a dit dans sa campagne, il l'a dit dans ses premiers gestes. Les États-Unis vont rejoindre la COP 21, c'est-à-dire les négociations dans le cadre des Nations Unies pour la réduction des gaz à effet de serre et donc pour essayer de gérer le réchauffement climatique. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour les Européens qui sont leaders sur cette affaire, qui ont été les premiers en 1995 à tirer les sonnettes d'alarme sur le réchauffement climatique. Donc ça, c'est parfait. Joe Biden a dit d'ailleurs qu'il allait recevoir au printemps cette année, qu'il allait organiser à Washington une grande réunion sur cette question. Donc ça, c'est un enjeu que l'on ne va pas pouvoir régler. Il faut l'accord de l'humanité entière, et en particulier des Chinois, pour le régler. Mais en tout cas, on est content de retrouver l'Amérique comme partenaire de cette lutte contre le réchauffement climatique. Deuxième enjeu plus stratégique, qui est la question iranienne. Les Européens, là aussi, avaient pris le leadership d'un règlement de la question iranienne. La question iranienne étant essentiellement celle de savoir si l'Iran aura ou pas une bombe nucléaire dans les années à venir. Et pour empêcher cette prolifération nucléaire de l'Iran, les Européens avaient réussi à entraîner les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, et l'Iran a signé un accord en 2015. Les Américains avaient signé, mais dès que Trump est arrivé au pouvoir, pratiquement 2 ans après, il s'est retiré de cet accord, et aux grandes dames des Européens,
et l'Iran est, depuis 2017, donc laissé à lui-même et donc recommence des activités douteuses. La bonne nouvelle, c'est que donc, Joe Biden a dit qu'il allait vouloir rentrer dans le cadre de la négociation avec l'Iran, même si sur les détails, on n'est pas surtout d'accord, mais en tout cas, sur le principe, il est d'accord pour revenir à une négociation avec l'Iran plutôt qu'à une série de sanctions, de menaces, y compris militaires. Et ça, pour les Européens, le fait d'avoir un cadre de négociation plutôt que uniquement des menaces de coercition, c'est une très, très bonne nouvelle. Troisième dossier, le multilatéralisme. Donald Trump avait promené, si je puis dire, beaucoup d'institutions multilatérales, à commencer par l'UNESCO, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dont ils se sont retirés pendant la crise du Covid. De même sur l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, il refusait de nommer les juges, le juge américain, et donc l'OMC ne pouvait pas fonctionner puisqu'il n'y avait plus d'instance de jugement lors des grandes affaires commerciales. Donc là aussi, Joe Biden a dit qu'il allait revenir à l'OMS, ce qui est une bonne nouvelle. Il allait renommer le juge à l'OMC. Et donc, on peut s'attendre à ce que les États-Unis rejouent le jeu multilatéral normal plutôt que de jouer uniquement des décisions unilatérales prises par surprise, sans prévenir personne, comme le faisait Donald Trump. Donc là encore, les Européens sont contents. Et dernier point positif, sur le commerce. Alors, c'est peut-être un peu plus ambigu, mais Donald Trump, comme vous le savez, avait voulu casser la mondialisation, casser le libéralisme économique qui avait fait la richesse des États-Unis depuis 1945, et avait voulu casser la mondialisation au motif que la mondialisation d'aujourd'hui profite plus à la Chine qu'aux États-Unis. Le constat est juste, c'est vrai. Aujourd'hui, le grand pays qui profite de la mondialisation, c'est la Chine, et qui profite aussi d'ailleurs du Covid. Donc aujourd'hui, la Chine est en train de devenir la première puissance économique mondiale. Mais ce n'est pas parce que l'analyse est juste que la réponse doit être il faut arrêter la mondialisation. Et donc, je pense que Joe Biden, sur le commerce, va reprendre l'esprit du libéralisme des pères fondateurs de la démocratie américaine, anglo-saxonne et française, c'est-à-dire la liberté du commerce et une concurrence libre et non faussée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de conflits commerciaux entre les Européens et les Américains, mais on aura des conflits commerciaux dans des règles connues et reconnues par les deux. Et on a deux gros sujets de contentieux depuis très longtemps entre Européens et Américains, donc ils vont revenir sur le devant de la scène. C'est l'agriculture, notamment avec les OGM américains, et l'aéronautique, la concurrence entre Boeing et Airbus. Alors, sauf qu'aujourd'hui, l'aéronautique étant complètement sinistrée, moins 66% pour l'aéronautique mondiale en 2020, c'est vraiment des faillites en chaîne qui s'annoncent. Peut-être que la guerre commerciale euro-américaine sur l'aéronautique va être moins dure ou peut-être plus dure, mais en tout cas, quels que soient nos contentieux, il reviendra à des règles traditionnelles du libéralisme économique. En revanche, deux autres enjeux sur lesquels on ne va pas s'entendre, je ne crois pas, et qui sont majeurs. Premièrement, la Chine. Les Américains de Joe Biden reprennent complètement l'héritage de Trump sur la Chine, c'est-à-dire considèrent que la Chine est la menace du XXIe siècle et qu'il ne faut pas laisser la Chine gagner trop de positions sur le marché, soit sur le marché économique, soit sur le marché technologique, soit sur le marché des idées, soit sur le marché stratégique. Et donc les Américains vont, et ils ont déjà commencé à le faire, Anthony Blinken a déjà dit, vont demander aux Européens de les suivre, c'est-à-dire vont demander à ce que l'Europe colle aux positions américaines sur la Chine et en particulier colle à cette idée qu'il y a de nouveau une rivalité binaire, l'Occident contre la Chine. Les Européens ne sont pas du tout sur cette ligne et je ne crois pas qu'ils veulent y arriver. Donc là, on aura de vraies divergences. Deuxième divergence, je termine là-dessus, pardonnez-moi, mais deuxième divergence, c'est sur la compétition technologique, mais elle est liée aussi à la question chinoise. Aujourd'hui, demain plutôt, les vraies guerres ne sont pas tellement des guerres qu'on va faire sur le sol, mais ce sont des guerres pour le contrôle des grandes technologies numériques à venir et en particulier le contrôle
de l'intelligence artificielle. Et donc, ce sont des guerres pour des technologies civiles qui ne sont pas des opérations militaires, mais qui sont peut-être encore plus dangereuses que les opérations militaires, parce que ces technologies sont capables de changer les modes de société. Et là aussi, je pense que les Américains ne voudront pas trop d'autonomie européenne dans la matière. Alors, sur le numérique, c'est vrai qu'on n'est pas, on a peut-être perdu la bataille, on n'est pas en train de former les GAFAM européens, mais sur l'intelligence artificielle, je crois qu'il y aura une vraie bataille pour savoir si les Européens participent à la technologie occidentale ou s'il y a place pour une identité européenne dans la matière. Et dernier point de contentieux, le leadership américain. Joe Biden est très classique, comme je vous l'ai dit, ça fait 40 ans qu'il est dans la diplomatie, il est entouré d'une équipe très classique que tout le monde connaît, qui connaît l'Europe. Mais dans toute cette équipe, fonctionne sur des images traditionnelles, en tout cas. Et l'image traditionnelle de Joe Biden, c'est le retour de leadership américain. Son slogan, c'était America must lead again. L'Amérique doit de nouveau diriger. Ce que ne disait pas Donald Trump. Donald Trump disait America first. On s'occupe de nous, rien que de nous, et tant pis pour les autres. Donc on ne dirige personne, on les écrase s'il le faut, mais là, Joe Biden, c'est la grande tradition démocrate du leadership américain sur l'Occident. Et d'une part, c'est très contradictoire avec son enthousiasme pour le multilatéralisme, parce que soit on est multilatéraliste dans des instants où tout le monde est égal à tout le monde, soit on est pour le leadership américain, et le multilatéralisme, après tout, n'est qu'une caisse de résonance du leadership américain. Mais en tout cas, cette revendication d'un leadership américain dans les affaires occidentales est en contradiction avec la revendication européenne d'une plus grande autonomie et d'une plus grande souveraineté en matière sanitaire, alimentaire, énergétique, technologique, etc., etc. Donc là aussi, un point de friction à prévoir. Mais le tout, je crois que la grande satisfaction de tout le monde, c'est que même si on va se disputer parfois très durement et même parfois dire non aux États-Unis, tout cela se fera dans des termes diplomatiques acceptables et donc réversibles. Ce qui est important dans la diplomatie, c'est que même quand on se dispute à mort, on permet toujours, in fine, une porte de sortie, ce qui permet de toute façon à l'histoire d'évoluer. Donc ça, je crois, c'est une très bonne chose. Pardon, j'ai manqué à toutes les consignes que vous m'aviez données. Ça va, pas de souci. Merci 10 pour minutes, cette c'était un défi infaisable, 10 minutes. Désolée. Il y a tellement de choses à raconter, hein? C'est ça aussi. C'est une mise en perspective globale qui nous sera utile parce que vous allez voir que les questions vont nous permettre effectivement d'approfondir certains angles d'attaque. Et bon, peut-être là-dessus, Louisa, je te laisse la main où nous allons transmettre la main de toute façon à John directement en tant qu'Américain vivant en Côte-d'Ivoire. Qu'est-ce que ça vous inspire, John? Pendant que vous parlez, je mets de la lumière parce que je suis en train de m'enfoncer dans la nuit. Moi, je trouvais que je suis complètement d'accord avec l'analyse de Mme Gassetto. Je trouve que ce qui m'inquiète le plus, c'est aussi la manière que Trump fonctionnait était un peu de la même manière qu'il avait aux États-Unis, dans le non-respect des règles, dans le non-respect des conventions et dans le non-respect de ses adversaires. Trump aligne beaucoup d'éléments dans un livre que j'ai lu. Pour la première fois, on a un président qui ressemble réellement à un autoritaire. Et ça va d'appeler à la foule, à ses rallyes de campagne, à tabasser des gens qui manifestaient contre lui, un petit parfum de peste noire, là, non? De peste brune, pardon. Ça va aussi, on ne va pas respecter les règles constitutionnelles, mais tout ça va dans le sens il a beaucoup changé l'Amérique, je pense, ou au moins, il a fait ressortir et légitimer
une Amérique qui est là peut-être depuis très longtemps, les 40% populistes de America First. Juste au passage, America First, comme vous le savez, c'était un slogan fasciste dans les années 30. C'est Father Coughlin qui l'utilisait. C'est choquant qu'il ait pu reprendre ça avec impunité, avec personne qui arrive à le faire taire. C'est une vision carrément néo-fasciste hein, d'utiliser ce slogan. Maintenant, on a des problèmes aux États-Unis qui sont graves et je crois que son champ d'action sera limité par, même si au niveau international, le président a beaucoup de pouvoir et quasiment tout le pouvoir, il va se retrouver assez vite limité par la précarité de sa majorité au Congrès et le non-suivi éventuel des tribunaux fédéraux qui sont à un tiers peuplés de personnes qui ont été nommées par Trump. Je crois que c'est un tiers, je ne suis pas trop sûr. Mais je crois que c'est ça qui m'inquiète. Est-ce que les États-Unis vont rentrer à nouveau dans une sorte de constitutionnalisme? Ou est-ce qu'on va rester sur ce qu'on a déjà vu sous Obama, les républicains qui refusent pendant une année de permettre au président de nommer les juges? C'est pour ça qu'ils ont pu nommer 130 juges, parce que tout en lui reprochant à Obama de ne pas le faire. Donc, ce n'est pas partisan ce que je dis, mais il faut qu'on retrouve ce que Mme Guessetto a dit, c'est que le jeu est plus important que le joueur, que les règles du jeu l'emportent sur le joueur. Et ça, c'est ce qui me fait peur de Trump. Excusez-moi, j'ai dépassé. Par contre, Nicole, je n'ai pas vu le temps passer. C'est gentil. Quand vous avez dit que c'était plus de 10 minutes, j'étais étonné. Et peut-être, John ou Nicole, vous pouvez aussi préciser pour nos auditeurs, je dirais, le malentendu qui parfois existe sur le système présidentiel américain, de rappeler ce que peut faire un président et ce que ne peut pas faire un président dans un État fédéral. Vous l'avez évoqué, le Congrès, mais aussi le poids des États. Oui, aussi, oui. John, vous en dites un mot peut-être, vous êtes... Je peux. La Constitution définit quel est le rôle du président, mais ce rôle a été énormément agrandi par notre intervention, surtout dans la Deuxième Guerre mondiale, mais déjà la Première. Et à la suite de la Deuxième, je parle au niveau international, les alliances. Washington, le président, a démarré en disant « La chose que vous ne voulez pas, c'est vous impliquer en Europe. » L'Europe, c'est comme ça qu'on se définit, c'est notre identité, on en parlera tout à l'heure avec moi, mais restez en dehors de l'Europe. Ne pas vous engager dans des alliances qui vont être entangling, je ne sais pas comment dire ça en français, mais où vous allez vous être mêlés dans des choses. Voilà. Et donc, par contre, après la Deuxième Guerre mondiale, avec la doctrine Truman, on devient le garant de pouvoir être conscient et contrecarrer toute menace de communisme dans le monde. Et donc, ce mandat qu'ils ont accepté, à mon avis, je vais peut-être trop loin, Nicole, vous me direz, mais ça veut dire que les services de renseignement deviennent géants et consolidés d'ailleurs dans le CIA. Le président est directement alimenté par les infos par les NSA et d'autres agences, et nos forces armées sont pour la première fois sur le pied de guerre, entre guillemets, en permanence. En 1940, quand les États-Unis commencent à voir qu'ils vont entrer dans la Deuxième Guerre, en tout cas Roosevelt, l'armée des États-Unis, les militaires américains, étaient le 19e au monde, après le Portugal. On lâchait notre armée entre guerres. Il n'y en avait pas. Et donc, je crois qu'à travers ça, et comme c'est le président qui dirige, il est commandeur en chef, comme c'est le président qui est chef de la diplomatie, son pouvoir est devenu agrandi dans ces domaines énormément à travers ces dernières années. Et puis, avec les attaques sur les tours jumelles, etc., ça ne réduit pas. Donc, le président est très puissant, mais il n'est pas omnipuissant. Il est contraint par la Constitution et il est contraint dans son action et aussi, je vais revenir là-dessus, par l'opinion. Et n'oublions pas, 75 millions d'Américains ont voté pour Trump. Et ils n'ont pas disparu. Ils sont toujours là et toujours aussi dédiés
à Trump. 75% des républicains pensent que Biden a volé l'élection, d'après les Oui, sondages. ça, faut toujours garder en tête. C'est vrai, et ce sera un autre défi à traiter pour plus tard. Je propose de passer maintenant aux questions des participants. Ce sont des questions un peu plus détaillées. Et plus tard, on va revenir vers vous, John Webb, pour un autre témoignage un peu plus personnel en tant qu'Américain qui habite quand même depuis longtemps déjà en France. Alors, la première question est sur la sécurité. C'est Philippe en Sarthe qui voudrait savoir quelle évolution de la défense européenne dans le cadre de nos relations avec les USA et notamment celle de l'OTAN. Et on a une autre question sur la sécurité, donc je propose de les mettre ensemble. C'est quel impact sur l'approfondissement d'une défense européenne? Je vous laisse répondre, Nicole, en premier temps. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais juste d'abord dire que je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit John sur l'importance de la politique intérieure pour la politique extérieure de Joe Biden. Il va être contraint par la fracture de la société américaine. Ce n'est pas une division, c'est une fracture extraordinairement forte, puissante, cruelle, parce qu'elle traverse des familles entières. Et je crois que pour lui, la réconciliation intra-américaine est plus importante que la réconciliation euro-américaine. Ça, il faut qu'on se mette bien ça dans la tête. Encore une fois, l'Europe n'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est vraiment de ressouder un pays. Et en fait, il joue son deuxième mandat déjà là-dessus. Soit il y arrive, soit c'est l'échec absolu et on n'aura pas forcément Trump. Moi, je n'y crois pas, mais quelque chose d'encore pire que Trump. Et là aussi, je voudrais dire que je suis complètement d'accord avec comment dire, la résurgence d'une espèce de fascisme au sein de la société américaine. Il n'y a pas d'autre mot. Il faut appeler un chat un chat. On l'avait déjà vu sous Bush fils, quelque chose qui ressemblait à ça. On le voit maintenant, une bonne partie de la société américaine, comme une bonne partie de la société mondiale d'ailleurs, est en demande d'autorité et donc est prêt à soutenir des thèses non démocratiques. Maintenant, je reviens à votre question. Quelles conséquences pour la défense européenne et leurs relations avec l'OTAN? Je dois dire que ça n'est pas la défense européenne, c'est un projet très important des Européens, mais ça n'est pas une question majeure dans la relation euro-américaine, même si la presse en fait souvent un des grands titres parce que les journalistes adorent quand les Européens et les Américains se disputent. Mais je crois que c'est devenu un sujet relativement secondaire avec le Covid, avec la crise économique et sociale qui nous attend, etc. etc. Mais pour répondre précisément, vous avez une partie des Européens qui pensent que l'élection de Joe Biden va affaiblir les projets de défense européenne parce que maintenant qu'on a retrouvé un président sympathique, poli, pro-européen, eh bien, ce n'est pas la peine de s'embêter avec des projets d'autonomie stratégique européenne. D'abord que ça coûte très cher. Il vaut mieux faire payer l'Amérique au sein de l'OTAN, puisque l'Amérique paye quand même 70% des dépenses militaires au sein de l'OTAN. Donc, il vaut mieux laisser tomber un peu la question de la défense européenne et revenir dans le giron de l'Alliance atlantique, qui est à la fois très sécurisant pour les Européens et très confortable pour les Européens, puisqu'effectivement, on ne fait pas grand-chose, on ne paye pas grand-chose et on laisse les Américains faire tout le travail à notre place. Donc ça, c'est une partie des Européens qui pensent ça. L'autre partie des Européens pense que non, que de toute façon, la réconciliation euro-américaine ne règle pas le problème de la défense européenne, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les Américains en ont assez de tout faire, ils ne veulent plus être les gendarmes du monde, ils ne veulent plus faire tout le travail pendant que les Européens font du bénéfice, si je puis dire. Et donc, les Américains voudront que les Européens augmentent leurs responsabilités stratégiques. Et deuxième raison pour laquelle ce clan-là souhaite continuer à développer la défense européenne, c'est parce qu'il y a autour de l'Europe énormément de problèmes de sécurité qui intéressent l'Europe, mais qui n'intéressent pas forcément les États-Unis.
L'Amérique a autre chose à faire dans le monde que de s'occuper du Haut-Karabakh. L'Amérique a autre chose à faire dans le monde que de pacifier tout le pourtour Est et Sud de l'Union européenne, et les Européens devront le faire. Personne ne le fera à leur place, et en particulier la Méditerranée, que les Latins appelaient Mare Nostrum, comme vous le savez, doit revenir Mare Nostrum. Il faut que les Européens s'occupent de la Méditerranée. Et donc, pour toutes ces raisons, je crois que la défense européenne reste un projet important, que les Européens ne vont pas renoncer, que leur fidélité à l'Alliance n'est pas contradictoire avec la montée en puissance de la défense européenne, et que c'est un faux débat. Je souhaite qu'on arrête de se disputer sur cette question et qu'on passe plus d'énergie et plus d'intelligence à se disputer peut-être sur des questions majeures qui sont les questions du 21e siècle, comme l'avenir de la démocratie, par exemple, avec l'industrie du numérique. Comment on fait? Quels sont nos critères éthiques pour pour continuer de développer cette technologie, etc., etc. Et là-dessus, donc, vous confirmez l'idée aussi que les temps ont changé, c'est-à-dire que la guerre en Yougoslavie, que nous n'avons pas su, nous, Européens, conclure, il n'est pas sûr qu'aujourd'hui les choses se passeraient de la même manière. Moi, vous avez raison, mais je ne sais pas. Moi, je ne fais jamais Et si, non, mais bien sûr. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que les Européens, en 91, ont eu tort. C'était Jacques Santer qui était à l'époque président de la Commission, et il a déclaré « L'heure de l'Europe est enfin arrivée, on va s'occuper de l'ex-Yougoslavie ». Il a eu tort, ça c'est clair. On n'a strictement rien fait, et on a eu 8 ans de guerre entre 91 et 99. Bon, je laisse la main à Louisa sur le déroulé des questions. On est sur les questions de sécurité qui sont extrêmement importantes, et puis on a d'autres questions également qui vont nous entraîner sur la place des États-Unis dans le monde. Justement, sur la place, voilà, on a parlé beaucoup déjà de la Chine, donc ça, je mets entre parenthèses parce que je pense que c'est assez clair. Par contre, nos spectateurs s'intéressent particulièrement aussi au Brexit. Déjà, on avait une question avant d'Agnès à Bruxelles qui voudrait savoir, avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, comment va s'établir la nouvelle relation et quelles conséquences pour l'Union européenne. Et là, on vient de recevoir une autre question de la part d'Eric Poudlet dans notre chat qui voudrait savoir si les liens entre les USA et le Royaume-Uni vont s'intensifier après le Brexit. Parce qu'on se souvient aussi que Trump était assez pro-Brexit. Comment ça va changer alors? Je crois que le rêve de Boris Johnson, c'est que les États-Unis et le Royaume-Uni forment de nouveau une alliance indispensable. Une alliance indispensable dans la production d'idées, dans la production de sécurité, etc. Je crains que ce ne soit qu'un rêve, pour plusieurs raisons. D'abord, Joe Biden était anti-Brexit, il est surtout d'origine irlandaise. Il a très mal pris au départ l'idée avancée par Boris Johnson que les Irlandais pourraient faire les frais du Brexit, et tant pis, c'est pas grave. Donc, il défendra bec et ongle les intérêts des Irlandais dans cette affaire, ce qui n'est pas pour arranger la quiétude intérieure de Boris Johnson. Deuxièmement, je crois que pour les États-Unis, les Britanniques ont perdu une carte majeure, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus le ticket d'entrée dans l'Union européenne. Ils sont hors Union européenne, donc ils n'intéressent plus les États-Unis comme pôle d'influence vis-à-vis des Européens. Maintenant, les États-Unis, pour influencer les Européens, ne peuvent plus passer par Londres, ne peuvent plus. Et donc ça, c'est une perte très importante pour les Américains, dont l'objectif est évidemment toujours d'influencer les Européens pour avoir le maximum d'alliés possible. Donc le Brexit est une perte sèche
d'influence politique pour les États-Unis. Et donc, et donc Boris Johnson a perdu là-dessus. Donc, il trouve dans Joe Biden quelqu'un qui est contre le Brexit, mais bon, c'est un homme d'État, donc il accepte et il reconnaît la souveraineté britannique et il va avoir d'excellentes relations avec ce pays. Mais en tout cas, il a un point irlandais très important. Deuxièmement, la Grande-Bretagne ne lui sert plus à grand-chose dans ses relations avec le Royaume-Uni. En revanche, la Grande-Bretagne reste un allié fidèle sur le plan stratégique, sur le plan politique globale, et donc, bien évidemment, les relations vont rester très fortes. Donc, je crois que les Britanniques essaieront d'intensifier les relations avec les États-Unis, mais je ne suis pas sûre que les Américains aient le même intérêt pour une intensification des relations avec les Britanniques. Je crois que les Américains ont un intérêt majeur à avoir soit une relation bilatérale directe avec l'Union européenne, soit à intensifier leur relation bilatérale directe avec la France et l'Allemagne. D'accord, merci. Et là, justement, on avait aussi une petite dernière question dans ce sujet, sur la place de la France dans tout ça. Dans tout quoi? Dans les relations européennes avec les États-Unis, comment la France pourrait-elle reconquérir une place d'interlocuteur important pour les USA avec Biden au pouvoir? C'est Valérie Delors-Atlantique qui voudrait le savoir. Pardonnez-moi, comment la France pourrait-elle retrouver, vous pouvez me redire la question? Comment la France pourrait-elle reconquérir une place d'interlocuteur important pour les USA avec Biden au pouvoir? Voilà. Oh, on a perdu Olivier. Il est parti. Il revient. Voilà. Vous pouvez répondre brièvement. Hein. Vous avez déjà dit que... Non, mais moi, je ne pense pas que la France doit reconquérir une place. La France a une place très importante pour les États-Unis, pour 1000 raisons qui vont bien au-delà de l'Union européenne. Donc, on ne doit pas reconquérir une place perdue, parce que même sous Donald Trump, la France a été, paradoxalement, bizarrement d'ailleurs, un interlocuteur majeur du président des États-Unis. Et donc, on n'a pas à reconquérir une place qu'on aurait perdue. En revanche, on a à reconquérir une influence qu'on aura perdue, parce que personne n'arrivait à influencer Donald Trump. Et pourtant, Dieu sait que notre président de la République a essayé sur le climat, mais que donc, non, c'était difficile. Maintenant, avec Joe Biden, la vraie question, c'est non pas d'être considéré comme important, la vraie question, c'est vraiment de l'influencer, ou en tout cas de lui faire comprendre la spécificité des positions françaises et européennes. Et ça, moi, je pense que les relations franco-américaines vont être au beau fixe, en tout cas dans les premiers temps du mandat de Joe Biden. On est sur les mêmes lignes sur l'Iran, sur le climat, sur le libéralisme, sur la démocratie. Ça fait quand même beaucoup de points communs pour aborder les choses. Et le grand avantage de la France pour les États-Unis, c'est que les États-Unis nous trouvent dans tous les cadres de puissance. Ils nous trouvent à l'OTAN, où on est, après les Anglais, le deuxième contributeur pour les interventions extérieures, et même parfois le premier contributeur. Ils nous trouvent à l'Union européenne, bien sûr, où on est la puissance militaire de l'Union européenne. Ils nous trouvent aux Nations unies, où on est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Ils nous trouvent dans les instances nucléaires parce qu'on a notre propre dissuasion nucléaire. Donc, les occasions de coopération sont multiples, bien au-delà du cadre de l'Union européenne, ce qui n'est pas vrai, par exemple, pour l'Allemagne, et ce qui est encore moins vrai pour les autres pays européens. D'accord. Et je passe tout de suite alors à l'environnement. On a pas mal de questions là-dessus aussi. C'est le dernier sujet qu'on pourrait traiter dans ce contexte. Et après, on va passer au petit témoignage de John Bepp.
Alors là, justement, sur les accords de Paris, on a pas mal de questions. Par exemple, Andrew en Sarthe aimerait savoir comment travailler ensemble pour aller plus loin que les accords de Paris pour éviter la crise climatique. Et Marie-Cécile de Paris a demandé quelle convergence en termes d'objectifs et de leviers d'action pour atteindre la neutralité carbone des États-Unis et de l'UE. Je rappelle aussi qu'il y a le Green Deal, le pacte vert de l'Union européenne dans tout ça. Donc, où il y a alors la place des États-Unis? C'est une question difficile parce que la première, comment aller plus loin pour éviter une crise climatique? On n'évitera pas la crise climatique, là, ça paraît à peu près clair. L'objectif aujourd'hui, c'est plus l'objectif de 1995 quand les Européens avaient proposé le protocole de Kyoto, qui était d'arriver à limiter le réchauffement climatique à plus de 2% à la fin du 21e siècle. Ça, cet objectif, il est inatteignable. Alors, sauf si on décide tous de fermer les lumières et de rester chez nous pendant 30 ans, c'est inatteignable. Et donc, aujourd'hui, donc la crise climatique, elle est là. Il ne s'agit pas de l'éviter, il s'agit d'en gérer la progression. Et là, on a plusieurs problèmes. Alors, on avait le problème américain, c'est-à-dire non seulement la non-acceptation des États-Unis, mais une politique américaine agressive sur le plan climatique. Donc là, on peut espérer que ce premier problème avec Joe Biden va être, sinon résolu, en tout cas en passe de solutions. En particulier, moi, j'ai toujours été extraordinairement fasciné par comment dire, l'optimisme industriel et technologique de la société américaine. Je veux dire, quand vous voyez quelqu'un comme Elon Musk qui vous dit ben, moi je vais conquérir Mars, et il va sans doute le faire. Autrement dit, il y a quelque chose dans la société américaine, une espèce de foi dans la science, dans le progrès, qui dit que peut-être ils trouveront quelque chose qui permettra de réduire profondément. Et donc le fait que les Américains rejoignent le combat pour éviter la catastrophe climatique est une bonne chose, ça ne règle pas le problème, mais ça règle une partie du problème. Le deuxième problème, c'est la Chine. Alors, la Chine a signé les accords de Paris, elle est même, il y a même eu pendant un certain temps contre Trump une alliance un peu contre nature, mais une alliance importante entre les Européens et la Chine pour continuer à respecter les clauses de la COP 21. Le problème simplement de la Chine, c'est que c'est un pays dont l'essor industriel est relativement récent. Ils ont commencé en 1985 à devenir une société industrielle. Et donc, en 30 ans, ils ont essayé de rattraper ce que les Européens ont mis 2 siècles à faire. Ce qui veut dire que la Chine pollue énormément parce qu'elle rattrape énormément son déficit industriel. Et par exemple, la Chine est responsable de 60% de l'augmentation de la consommation d'énergie fossile est due à la Chine. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de pétrole, d'énergie, de charbon pour faire fonctionner leur industrie. Donc, le problème de la Chine, c'est comment un immense pays comme celui-ci peut-il respecter l'environnement tout en continuant son développement. Alors, on ne peut pas simplement dire à la Chine « Ah, vous polluez trop, arrêtez de vous développer, maintenant c'est fini ». Ce n'est pas possible, nous on l'a fait, c'est leur tour maintenant de se développer. Donc, il faut trouver une solution pour aider la Chine et les autres pays en développement à continuer leur développement économique, mais de façon plus durable et responsable. Et ça coûte très, très cher. Ça suppose des transferts d'argent de la part des pays riches vers les pays pauvres. Est-ce que la Chine est un pays pauvre? Je ne crois pas, mais en tout cas, elle utilise cet argument. Et c'est vrai que c'est une question. On ne peut pas interdire à la Chine de se développer sous prétexte qu'elle pollue beaucoup. C'est vrai qu'elle pollue beaucoup, mais elle a le droit aussi de se développer. Donc ça, c'est le deuxième problème. Et puis le troisième problème, je suis désolée d'être un peu long, mais parce qu'on a beaucoup d'illusions sur cet accord de Paris. En fait, cet accord de Paris, il est absolument pas contraignant. Il n'oblige personne à rien. C'est un peu la nouveauté de ce type de négociation diplomatique, c'est que chacun s'engage à faire des choses à la date qu'il souhaite.
Donc, certains disent, moi, j'aurai la neutralité carbone en 2030 ou 2050. D'autres disent, j'aurai jamais la neutralité carbone si vous ne me donnez pas X milliards de dollars par an. Et d'autres disent, moi, je l'aurai en 2070, etc. Et tout ça est très bien. Tout le monde est d'accord pour que chacun fasse à son rythme. Mais du coup, il n'y a aucune contrainte. Et donc, il n'y a aucune sanction si on ne respecte pas la contrainte. Donc, je ne dis pas que c'est un leurre, la COP21, c'est une manifestation de bonne volonté de la part de la communauté internationale. Mais il n'y a pas de contraintes, à part les contraintes que se donne l'Union européenne elle-même. Et c'est en ça que l'Union est un vrai leader sur la lutte contre le réchauffement climatique, c'est même le seul. En tant qu'espace politique, c'est le seul leader en la matière. Les autres pays s'engagent, mais ne sont pas obligés de respecter leurs engagements. Donc, nous avons besoin alors de l'Union européenne, clairement, dans ce cas-là. Merci. Bon, bah, écoutez, là-dessus, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Remerciements pour l'ensemble de cette fresque. Et puis, d'autres questions auraient pu venir sur les questions numériques ou sur les questions commerciales, mais vous l'avez largement évoqué. Donc, nous allons rester attentifs et puis aussi rester soudés au niveau européen et rester attentifs à la diplomatie européenne. Tout ce qu'on ne voit pas toujours suffisamment dans les médias français, la récente rencontre entre Joseph Borrell et qui est Joseph Borrell au titre de la diplomatie européenne et l'ensemble des ministres des Affaires étrangères. Peut-être voulez-vous encore ajouter un petit mot là-dessus avant de laisser la parole à John Webb pour rappeler en quoi l'Europe, je dirais, doit aussi balayer devant sa porte? Oui, non, mais vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, Joseph Borrell, qui est donc le haut représentant de l'Union pour la politique étrangère de sécurité et de défense, c'est l'équivalent d'un ministre des Affaires étrangères européen, sauf que quand on a signé le traité de Lisbonne, les Britanniques, qui à l'époque étaient membres de l'Union européenne, ont refusé que le terme ministre des Affaires étrangères apparaisse dans le traité parce que ça faisait trop ressembler l'Union à un pays. Donc, ils ont inventé ce titre absolument imprononçable qui est ni fait ni à faire, personne ne comprend rien à rien, et surtout pas les Américains, de haut représentant pour la politique étrangère. Bon, bref. Donc aujourd'hui, Joseph Borrell est allé à Moscou. Et c'est une excellente initiative de mon point de vue. Alors, c'est une initiative qui fait couler beaucoup d'encre parce qu'en principe, on a des sanctions contre Moscou à cause de l'Ukraine, parce qu'on a un problème sur Navalny, qui est quand même la Russie traite non pas seulement Navalny, mais les dizaines de milliers d'opposants qui sont dans la rue de façon extrêmement brutale et autoritaire. Et donc, un certain nombre de commentateurs disent « Ah, mais il ne fallait pas reprendre contact avec Poutine, c'est un tyran abominable. » Moi, je trouve que Borrell a raison d'aller parler directement aux dirigeants. C'était la grande phrase, il faut toujours parler à tous les diables, mais avec de très grandes cuillères. Quand on est diplomate, le propre d'un diplomate, c'est de parler à tout le monde. Si on veut ne pas parler aux tyrans, alors on ne fait pas de la diplomatie. On fait des droits de l'homme, on fait de l'ONG, on fait de l'humanitaire, mais on ne fait pas de la diplomatie. Donc, je trouve qu'il a parfaitement raison. Et ça illustre peut-être ce que je disais tout à l'heure, cette volonté des Européens, ou peut-être même ceux qui ne veulent pas sont obligés de le faire, cette nécessité pour les Européens de prendre en charge les affaires de sécurité qui sont autour d'eux. Et la Russie, qu'on le veuille ou non, la Russie, c'est notre voisin géographique. On souhaiterait peut-être avoir le Canada comme voisin à l'Est, mais malheureusement, on a la Russie. Donc, on ne peut pas rester ad vitam aeternam comme si la Russie n'existait pas. Donc, je trouve que c'est une excellente initiative. Les Européens, Joseph Borrell le fait, on ne sait pas ce que ça donnera, mais en tout cas, je trouve qu'il a raison d'aller parler à Poutine. Et ça n'est pas du tout courber les chines et renoncer à ses valeurs que d'aller parler au chef de la Russie, malgré toutes les critiques qu'on peut avoir contre Poutine. Et donc, encore une fois, ça prouve que les Européens ont conscience maintenant qu'il faut qu'ils soient autonomes dans certains domaines. Ce n'est certainement pas Joe Biden qui va aller s'occuper de Navalny à leur place. Ni de l'Ukraine, ni de la Moldavie, ni de la Biélorussie, etc. etc. Bon, merci pour cet éclairage bien complet. Alors écoutez, l'heure tourne et donc nous n'oublions pas que nous avons la présence aussi de John Webb. Un de ses objectifs de ce webinaire, c'est naturellement de nous intéresser à l'avenir, à la perspective de l'élection de Joe Biden.
c'est aussi de nous intéresser aux Américains sur le territoire local et sur la place des Américains, et puis les Américains qui se sont installés en Pays de la Loire et qui ont investi intellectuellement dans ce territoire. Et John était un bon exemple, nous semble un bon exemple. Donc, John, eh bien, on va vous laisser la parole pour un petit témoignage, de façon à nous intéresser à la place des Américains et puis également à partir de votre perspective de l'université. Peut-être on pourrait commencer avec une question. Comment vous avez vécu les élections en tant qu'Américain en France? Comment c'était pour vous alors? OK, ça, je peux répondre. J'étais, comme Seto a dit, le mot, c'est soulagement. Je pensais que j'aurais dans la tête la chanson des démocrates quand ils gagnent, c'est Happy Days are here again. Donc, les jours heureux sont de retour. Mais en fait, et ça, je pense que Mme Soto comprendra, c'est une chanson du magicien d'Oz qui m'est venu. C'est Ding Dong, the Witch is Dead. donc, donc, il n'est pas mort, mais on peut espérer, et je sais que c'est naïf, il n'est pas mort du tout. Parce que le witch, c'est pas Trump, c'est toute cette mouvance autour. Et voilà. Mais j'étais surpris d'avoir cette chanson dans la tête. Mais il y avait une certaine joie et soulagement de ne plus avoir Trump. Et quand vous avez parlé de cruel et ça divise les familles, j'ai reçu 2 amis proches d'enfance. Il y a 2 étés, on ne peut pas évoquer la politique. C'est tout. C'est impossible. C'était, comme on dit en anglais, l'éléphant de la pièce pendant tout le séjour. C'était, voilà. On ne peut pas en parler. Aussi compliqué qu'avec des Britanniques. Il y a un truc commun entre Brexit et Trump. Donc, voilà. Donc, j'ai répondu à ça, c'était bien. Moi, j'étais consterné par l'assaut sur le Capitole, mais je crois que ce qui m'a choqué le plus ce soir-là, c'est pas que Trump incite les gens à faire ça, qu'ils le fassent, ils le fassent volontiers. Et même sans son incitation, ils n'auraient peut-être pas eu l'idée, mais bon, voilà. Moi, ce qui m'a vraiment consterné, c'est que la majorité des démocrates élus à la Chambre des représentants ait validé la thèse de fraude massive et a refusé de voter Biden, de reconnaître l'élection de Biden. C'est choquant, ça. C'est la moitié de nos députés. La moitié des députés républicains, pardon. Et moi, ça m'a... Le message antisystémique, anticonstitutionnel me fait très peur. Voilà. Et quand j'ai entendu Nicole prononcer le mot fasciste, il commence à être, peut-être c'est autoritaire, c'est sûr, mais il y a beaucoup de relents de fascisme là-dedans. Maintenant, pour mon témoignage, si vous le voulez, je commencerai, ça va vraiment baisser le niveau après. Je suis désolé. Mais je vais vous dire, je crois que le premier contact avec l'Europe, c'est ambiant. Dès que tu es un enfant aux États-Unis, l'Europe, ça fait partie de notre communauté, en quelque sorte, notre identité, nos ancêtres, la culture, nos religions, système politique et tout ça viennent d'Europe. Et la majorité des Américains viennent d'Europe aussi pour l'instant. Ça pourrait changer à l'avenir, mais ont des origines européennes, même si ce sont des origines qui dévient, qui transitent d'autres pays. Donc, je crois que c'est important pour nous. Et par contre, vous avez parlé hier des Pays de la Loire. Je vais vous surprendre. Je crois que mes premiers contacts avec les Pays de la Loire, ce n'est pas Angers, sauf qu'il y a une poire chez nous qui s'appelle d'Anjou. Donc, mais je n'ai pas fait la relation pendant longtemps. Mon premier contact est sûrement des tableaux d'oiseaux ou bien un couvre-lit que ma mère m'a acheté quand j'étais petit. Et sur le couvre-lit Louisa, il y avait des voitures de course et c'était écrit Le Mans. OK? Sinon, les oiseaux, c'est Audubon, qui a séjourné longtemps en Louisiane. D'ailleurs, j'ai un ami qui vient d'écrire une biographie d'Audubon. C'est lui d'ailleurs qui m'a fait venir en France par un partenariat avec mon université. Et Audubon était de Nantes. Et donc, c'était
Et il est très, très connu. Et si je dis c'était très tôt, c'est parce que la rue sur laquelle se trouvait mon école primaire était Audubon. Donc, c'était pour ça, c'est juste un petit mot. Mais je crois que pour nous, les Américains, traditionnellement, surtout au 19e siècle, il y avait la tradition de voir l'Europe comme étant la source de culture et d'instruction et un élément nécessaire pour nous pour surmonter l'absence d'infrastructures peut-être éducationnelles ou autres d'instruction, d'enseignement. Et donc, on pouvait venir, il fallait faire le grand tour d'Europe, surtout quand on était jeune, mais ça peut venir pour la suite. Et il y avait une grande tradition comme ça. Et pour compléter notre culture. Et je crois qu'il y a un glissement de cette tradition-là qui arrive début 20e siècle et surtout au milieu. On a ce qui commence à s'appeler a junior year abroad. Donc, le junior year abroad, le junior year, c'est la 3e année sur 4 des études de licence. Et il était de coutume d'envoyer un élève qui est assez fortuné, un étudiant, faire cette année à l'étranger s'il peut. Moi, je n'ai pas pu faire ça. Je n'ai pas vu beaucoup de gens d'ailleurs dans mon université publique assez grande, bonne équipe de foot d'ailleurs. Je devais avoir 10 ans avant de me rendre compte que ce n'était pas qu'une équipe de foot. Mais c'est, je veux dire, si j'ai mis ça, c'est que je ne suis pas à Harvard. Hein. Donc, mais ce n'était pas une mauvaise université. Donc, par contre, il y avait un programme qui est né de la collaboration entre la France, la Belgique et la Louisiane. Moi, je suis louisianais. Et donc, ça s'appelle Code de Fil. Et ils ont envoyé à l'époque 10 à 15 jeunes Louisianais en France, à Montpellier. Donc, moi qui étais étudiant de ce qu'on appelle sciences politiques, c'est le début des études de droit. C'est une des licences les plus pratiquées pour aller au niveau master faire les études de droit. En fait, je suis tombé tellement amoureux de la France et du français que j'ai mis toutes mes options, les cours que je pouvais choisir en français. Et j'ai fini par avoir une 2e licence. Et à la sortie, au lieu de faire droit, j'ai fait français. Donc, j'ai fait un master de français. Un jour, on me croise et on me dit, c'est un Français qui était un prof contractuel, mais vraiment un gars très intéressant, qui est venu me voir à la sortie de mon cours. Il dit, mais toi, tu vas aller à Angers l'année prochaine. Je dis, non. Tu ne comprends pas, j'ai le Mississippi, j'ai le Bayou dans mes veines. Je ne peux pas. Je suis né à Baton Rouge, je vais mourir à Baton Rouge. Je suis tort. En fait, finalement, on est venu pour 2 ans, et ça en 84. Et je précise que c'était en pleine guerre froide. On est vers la fin, mais c'est toujours l'optique et la manière de voir les choses de la guerre froide. Et pour les Américains ici en France, il y a une relation extrêmement complexe entre les États-Unis et la France au niveau symbolique. On vous doit notre existence. Quand les gens critiquent trop les États-Unis, j'ai tendance, les Français, j'ai dit, mais l'existence de ce pays est directement de votre faute. Vous êtes la cause immédiate de notre indépendance. Je peux vous faire le dessin de la bataille qu'il a fait. Donc, mais en même temps, il y a une certaine distance, un recul entre les Français et les Américains. Et je me souviens, pendant l'été à Montpellier, en 79, moi, je me suis fait prendre, je ne sais pas pourquoi, mise en cause pour la politique américaine, étrangère, par une des profs. Et je ne pouvais pas réagir, mais j'étais assez étonné de l'intensité de ses propos. Et donc, on avait à cette époque-là, si on buvait un coca, et moi, ça me tente pas des masses, ça ne m'a jamais tenté, si on buvait un coca en public, on a des gens qui réagissaient, qui parlaient de colonisation, il y avait tout un discours idéologique derrière. Et ce discours, ce qui est intéressant, venait de la gauche et de la droite. Le côté gaulliste, le côté socialiste, intello et communiste. Donc, c'est une période qui est aujourd'hui, je pense, révolue. Et puis aussi, j'ai toujours senti, et ça m'a été confirmé cet après-midi par quelqu'un qui connaît très, très bien l'histoire et l'histoire des relations entre les États-Unis et la France, et notamment de cette région-ci, le Grand Ouest,
Et il m'a dit, on est dans une des régions les mieux disposées aux Américains et aux États-Unis. Et c'est vrai. On a un passé, on a un passif entre nous, les Américains et les Pays de la Loire. Et le Grand Ouest écrit large. Je crois que Normandie vous viendra à l'esprit tout de suite. Mais peut-être un peu moins évident, c'est l'empreinte un petit peu de l'arrivée. Je crois, si je me souviens bien, Franklin est arrivé à Saint-Nazaire ou à Nantes. Il me semble, je me trompe peut-être. Si on prend le Grand Ouest, il ne faut pas oublier tous les Bretons qui ont beaucoup émigré vers les États-Unis. Absolument. Je parlais du Grand Ouest. C'est Normandie, comme moi je le vois, je vais peut-être dire une bêtise, mais je vois Normandie, Bretagne et Pays de la Loire. Mais il y a peut-être centre, j'en sais rien. Moi, c'est ça que je vois quand je pense au Grand Ouest. Et, donc, on voit aussi qu'il y a alors les liens historiques entre les deux pays, les deux régions. Une dernière question à vous, John Webb. À quel point vous avez l'impression que l'image des États-Unis a changé pendant les dernières 4 ans en France? C'est ce que je vous disais, Louise, c'est ce que c'est compliqué. C'est une relation qui est très profonde. Ça va, je crois, entre les États-Unis et la France, comme Mme Guedesetto a dit, que la France est une interlocutrice importante pour les États-Unis et on n'a pas à reconquérir. Peut-être l'influence un peu, mais vous êtes une présence permanente. Même si on commence à tourner un petit peu vers les autres pays. Vous avez raison, à Auray. Mais c'est dans l'Ouest. Merci d'avoir cherché. Moi, je suis breton du Finistère, donc c'est pour ça que je vous oriente aussi sur la Bretagne. Mais effectivement, oui. Et en même temps, John, le temps va s'en aller. Donc, nous allons tout doucement aller vers des conclusions. Mais peut-être je vous garde encore, John, et puis on laissera le dernier mot à Nicole Gnesotto. Peut-être pour insister un petit peu plus sur le fait que les Américains sont présents sur le territoire, y compris sur les jumelages de villes, le fait que à Angers, vous avez un beau jumelage, vous avez aussi une librairie anglophone. Faites-nous un petit coup de publicité là pour ce Tout à qui fait. est possible. Si je peux juste dire un peu la présence américaine et comment ça se résume. La communauté américaine est centrée à Angers sur la bibliothèque anglophone. C'est une ancienne bibliothèque américaine. La communauté anglophone tourne autour de cette structure qui est très dynamique et qui nous fédère. Et c'est soutenu aussi par la mairie, par le conseil général et par le conseil du département et par la Cato aussi et l'Université d'Angers. Mais donc, ça, c'est une phase importante. Il faut plein de choses. On est bien soutenu par même l'ambassade américaine pour certaines choses. Il y a la bibliothèque, il y a les mairies. Donc, Austin est un jumelage relativement récent, mais très, très actif aussi. Il y a des échanges scolaires, des mises en relation d'échanges scolaires. Il y a des échanges de bonnes pratiques entre les mairies, donc pour notamment la thématique de l'environnement, tout ce qui est vert. Et il y a des échanges économiques donc, qui portent sur faire partir les délégations de start-up, les acteurs, beaucoup focalisés sur les start-up et sur faire venir les Américains. Il y a aussi des événements avec une focalisation sur la musique. Austin est très, très important aux États-Unis pour la musique. Il y a une forme de country jazz, pas country jazz, mais de rock, qui s'appelle Austin. Donc, c'est important. Donc, vous avez Angers Days et Austin Days. Donc, Angers Days sont organisés à Angers tous les 2 ans et ils font venir plein de gens dans des groupes de musique, des artistes, des entreprises, et il y a des événements à Angers. Et Austin, c'est pareil, c'est réciproque. On n'est pas les seuls à avoir une ville jumelle américaine. Il y a donc Asheville pour Saumur, et il y a Nantes, qui est, je n'ai pas beaucoup parlé de Nantes, mais j'ai pourtant préparé, parce que Nantes fait beaucoup de choses. Et je n'ai pas eu le temps de le dire. Le Mans aussi, j'ai parlé de votre université qui a de très bonnes relations, des partenariats avec 3 universités américaines qui s'entretiennent bien. Donc, il y a Seattle et Jacksonville qui est la plus grande ville de Floride, malgré pour un accident
comment dire, bon, bref, je laisse, mais c'est une sorte de truc statistique, mais c'est la plus grande ville de Floride. Et Seattle, ils vont essayer de le faire avec Nantes, de fêter leurs 40 ans de jumelage. C'est quand même assez ancien. J'ai préparé aussi sur les études, l'enseignement supérieur. Je vais juste vous dire que c'est au niveau de la recherche, les États-Unis et la France collaborent de très près. C'est très important. Et ça peut être au niveau de faire venir les chercheurs, des publications conjointes. Là, je laisserai plutôt Nicole parler de tout ça. Des co-tutelles. Angers, qui n'est pas une université énorme, on a 35 Américains qui viennent ici tous les ans et on envoie 35 étudiants français et ce n'est pas lié forcément à une parité parfaite. Et donc, c'est pour toutes sortes de choses. La Cato aussi a de bons partenariats, Le Mans et Nantes, évidemment. Donc, ça, c'est la version courte. Et je vous laisse la place parce que c'est vrai, j'ai commencé avec des petites choses qui n'étaient peut-être pas très, très intéressantes. Désolé. Bon courage et merci beaucoup. Je laisse Louisa prendre la main pour la conclusion. Oui, tout à fait. Alors, je vous rappelle aussi dans le chat, pour aller plus loin, il y a notre collègue Julie qui a mis en lien sur la bibliothèque anglophone d'Angers. Donc, merci beaucoup. Et effectivement, c'est très bien d'avoir deux intervenants avec des points de vue quand même différents et d'avoir les deux sujets. Donc, merci beaucoup. Et puis voilà. une petite voix allemande pour compléter. Une petite voix allemande pour compléter, éventuellement, si tu veux, Louisa. Alors, je ne vais pas être très loin. J'aimerais juste rappeler, comme vous avez dit, Nicole, déjà tout à l'heure, c'est qu'on parle de l'Union européenne, on parle quand même de 27 membres des États membres. Donc, on n'a pas des États-Unis de l'Europe. Hein. On a quand même 27 points de vue de différents et dont aussi l'Allemagne et la France qui ne sont pas toujours d'accord historiquement aussi sur le sujet des relations transatlantiques. Et là, notamment, c'est clair aussi que c'est un bon message pour l'Europe, l'élection de Biden. Tout le monde était content de revenir vers le multilatéralisme, oui. Mais par contre, il faut avoir une vision plus claire de la politique étrangère sur le plan stratégique. Et lorsque l'Allemagne et la France ne sont pas d'accord sur ce sujet, ça reste quand même compliqué. Et donc, nous aussi, on doit faire peut-être un peu comme les États-Unis, regarder un peu ce qui se passe en Europe, chez nous, pour être plus fort au plan stratégique au niveau des relations internationales. Voilà. Et donc, ça, c'est un peu une petite conclusion de ma part. Je vous laisse aussi en dernier mot, Nicole, si vous voulez bien. On va vous laisser le dernier mot parce que est-ce qu'on a tout dit? Certainement pas, mais est-ce qu'il y a des choses qui vraiment, à partir de la dernière demi-heure, appellent de votre part des suggestions, des commentaires, des encouragements? Des encouragements, oui, ça c'est sûr. Il faut, enfin, je trouve ce genre de dialogue citoyen absolument essentiel. Et quand John Webb parlait également de culture, moi il se trouve que j'ai une grande fille maintenant, mais qui est restée, qui a gardé un cœur d'enfant et qui m'a fait regarder récemment la comédie musicale Hamilton. Et c'est, je ne sais pas si, mais je le conseille vraiment à tous ceux qui nous regardent, c'est l'histoire de la création des États-Unis d'Amérique, aidée par Lafayette, bien évidemment, et c'est l'histoire donc du conflit politique entre Washington, Hamilton et tous les autres, et c'est joué magnifiquement par, alors je ne sais pas comment on dit, moi je dis par des acteurs noirs, je ne considère pas que c'est infamant, je ne sais pas comment on dit, mais c'est exceptionnel, c'est absolument exceptionnel de musique, de chorégraphie et de politique, c'est-à-dire où on voit comment
Hamilton s'est battu corps et âme pour arriver à fédérer les dettes à l'époque des 13 États américains pour faire une seule dette commune qui était la dette des États-Unis. Et c'est à partir de ce moment-là, quand les 13 dettes sont devenues une seule dette, que le fédéralisme américain est né. Et c'est une image, et c'est extraordinaire que ce soit sorti cette année, parce que c'est exactement ce que l'Europe est peut-être en train de faire, presque sans le savoir, avec ce plan de relance que l'on a fait pour le Covid, un plan de relance de 750 milliards d'euros, et sur lequel les États membres, les 27, sont solidaires. C'est la première fois dans l'histoire de l'Union européenne qu'il y a un début de mutualisation des dettes, et on a parlé de moment hamiltonien pour la construction européenne. Alors, on n'en est pas encore à faire une Europe fédérale, et là, Louisa Guy avait tout à fait raison, mais on est dans une dynamique. C'est pour ça que je disais, il ne faut surtout pas que le personnel de Biden reste dans l'Europe d'il y a 10 ans, parce qu'on est dans une nouvelle dynamique aujourd'hui où on est en train petit à petit de renforcer l'intégration européenne. Ça ne se voit pas forcément, mais le fait que 27 pays soient solidaires, et ils ont jusqu'à 2058 pour rembourser. La date est dans la décision du Conseil, ce qui veut dire que ces 27 font un engagement à rester ensemble jusqu'à 2058, ce qui est un acte de confiance extraordinaire. Grâce à la dette, nous construisons l'Europe. Et c'est exactement ce que les Américains avaient fait grâce à Hamilton, en mutualisant les dettes et en créant les États-Unis d'Amérique. Alors, dans la pièce, dans la comédie musicale, on voit quand même que Lafayette arrive à un moment, et que c'est grâce à lui que tout ça se termine. Mais je vous conseille, c'est vraiment formidable. Et en tout cas, merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Coup de chapeau effectivement à nos deux intervenants. Encouragement à nous intéresser à l'intégration européenne. Les différents webinaires réalisés en Pays de la Loire au cours de 2020 étaient vraiment là pour montrer et expliquer aussi ce qui est en train de se passer au niveau européen. Et puis, on va garder le mot dynamique pour ne pas rester positif, aussi positif que possible en 2021. Les 5 centres information Europe directs des Pays de la Loire annonceront prochainement un prochain webinaire pour le mois de mars, mais on va tenir nos participants un petit peu en haleine de façon aussi à ce qu'ils n'hésitent pas à revenir vers nous et qu'ils prennent le temps aussi de l'évaluation de ce type de webinaire pour voir si ça répond bien à la demande générale. Et donc, sauf si Louisa a un dernier mot, je vais remercier les intervenants. Oui, merci. Et nos participants. Écoutez, bonne soirée. Il est 19h20. Bon appétit pour ceux qui prennent le temps de se nourrir pour pouvoir organiser de nouveaux dialogues dans les prochains mois. Merci encore. Et puis aussi. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup. Au revoir. Au revoir, John. Au revoir, Olivier. Au revoir, Louisa. Et merci à vous tous.